bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Instant T où on a changé un peu de décor cette fois-ci. Vous verrez que voilà, on a décoré sagement pour le sabbat de Yule parce qu'on va aborder donc cette série sur les sabbats en commençant par celui qui approche, donc celui de Yule. Je vais laisser Mélissandre faire l'historique, puis on vous parlera aussi de ce que vous trouverez, donc les couleurs, les symboliques, voilà, les activités qu'on fait nous pour les sabbats. Et on vous offrira dans une autre vidéo une visualisation qu'on aime beaucoup faire. Oui. Voilà. Tous les ans, pour chaque sabbat, on a une petite visualisation qui correspond et on vous les mettra dans une vidéo à part pour avoir le temps de tout vous raconter. Voilà, et puis que vous puissiez ensuite, vous, le jour de votre pratique, avoir aussi quelque chose de concret à faire, une petite visualisation qui vous permettra, on espère, de tantôt de vous connecter avec les énergies du sabbat, tantôt de pouvoir réaliser un petit souhait, etc., etc. Donc, on parle de Yule. Yule correspond à un événement astronomique qui est celui du solstice d'hiver, c'est-à-dire, désolé pour les bruits de voiture, c'est-à-dire la nuit la plus longue de toute l'année. La date change en fait d'année en année entre le 20 et le 23 décembre. Et alors je ne sais plus c'est quoi pour cette année exactement la date, mais vous pourrez retrouver ça facilement sur internet. Et donc Yule porte plusieurs noms, comme vous le savez sans doute. Il porte aussi le nom de Midwinter, ce qui veut dire la mi-hiver, parce que sur le calendrier celte, pour eux on rentre vraiment dans le plus profond de la saison sombre, on va dire. Justement avec cet événement astronomique qui est la nuit la plus longue. À partir de Yule, les jours vont aller en se rallongeant. Donc Yule va être l'occasion de fêter la lumière, comme on le verra un petit peu plus loin. Donc pourquoi fêter la lumière rapidement? Parce que ça permet de contrer l'obscurité, ça permet de repousser les ténèbres. Donc on va fêter la lumière et aussi rire, être dans un moment de joie, de partage, de convivialité où on se rassemble et pour se tenir chaud et aussi pour éviter de se retrouver seul face à ces vilains démons. Oui, on va décorer aussi la maison généralement, comme vous le voyez, avec des couleurs très, très lumineuses, très brillantes, comme vous l'avez vu sur notre petit sapin. Et justement pourquoi autant de verdure? Parce qu'elle rappelle que la période sombre va petit à petit prendre fin et que la verdure va revenir, donc la vie. Donc on va orner souvent la maison de plantes sempervirentes, comme on les appelle, ou plus communément à feuillage persistant. Donc vous allez retrouver le sapin, le hou, le gui, et on le verra plus tard dans les symboles, c'est pas pour rien qu'ils représentent Yule, ces trois sempervirentes. Je vais laisser la parole à Adélaïna qui va prendre la suite. Alors oui, parce que moi je vais vous parler de l'ambiance, parce qu'effectivement c'est un moment de convivialité, de partage, donc comme Mélissandre l'a dit, de toute façon, si vous êtes habitué à fêter Noël, vous avez sans doute droit au Noël en famille, voilà, avec tout le monde autour, les enfants qui jouent, qui rigolent, qui s'amusent, donc c'est vraiment une ambiance très, très chaleureuse. Mais c'est aussi le moment, d'un point de vue personnel, de faire vos nouveaux projets. Parce que vous avez, entre guillemets, rien d'autre à faire. Je m'explique. À titre perso, je divise l'année en 3. C'est-à-dire que vous avez 2 Samhain à Yule, donc du 31 octobre au 21 décembre, enfin, au 20 ou 23, voilà, selon. Où vous allez pouvoir réfléchir à vos projets, vous allez pouvoir rentrer dans une période d'introspection, savoir de quoi vous allez avoir envie, savoir de quoi vous allez avoir besoin, comment vous y prendre pour l'obtenir, etc., etc. À partir de Yule, vous allez pouvoir vous donner les moyens d'y arriver, c'est-à-dire que, par exemple, pour monter une boîte, mettons, c'est le moment de savoir vers quelle banque vous allez vous tourner pour faire votre emprunt, par exemple, ou de savoir quel meuble vous allez acheter pour votre devanture, ou etc., etc. Donc vraiment poser du concret sur vos projets. Et à partir d'Ostara, à partir donc du 21 mars,
c'est le moment d'agir cette fois. Le printemps revient, la verdure aussi, donc maintenant c'est le moment de faire comme la nature et de se réveiller et du coup de mettre les choses en marche. Je rajouterais qu'effectivement à Ostara en plus, déjà à Imbolc en fait, vous avez les eaux lustrales, c'est-à-dire c'est le moment en fait d'aller chercher toutes les bénédictions. Alors aller chercher effectivement les mécènes comme les banquiers pour par exemple un projet de boutique, mais aussi les appuis beaucoup moins conventionnels dirons-nous. Voilà, les divinités par exemple. Voilà. Certains esprits. Donc en fait, de Yule à Ostara, ça va être un moment de bénédiction, de négociation, jusqu'à en fait Ostara, c'est l'œuf aussi, beaucoup, on mange énormément d'œufs à cette période-là, où justement on sort du cocon, où l'œuf est clos, et où cette fois-ci on est dans la pleine réalisation, c'est-à-dire que là on a demandé pro banque, à Ostara on l'a, et cette fois-ci on va acheter les différentes matières premières pour créer par exemple ces produits et ensuite se lancer. Donc voilà pour le petit. Oui, effectivement. Donc après voilà, donc l'ambiance, oui voilà, c'est vraiment le moment de réfléchir vraiment à ce que vous allez avoir besoin concrètement pour agir. Donc comme on le disait aussi, nous on aime bien faire cette petite visualisation parce que déjà elle répond à celle de Lita, donc du sabbat du 21 juin. Où il y a une espèce de passation de pouvoir entre les deux rois, donc le roi Ou et le roi Chêne. Le roi Chêne qui règne sur la saison lumineuse et le roi Ou qui règne sur la saison sombre. Et à chaque solstice, en fait, il y a une espèce de passation de pouvoir entre eux pour justifier de l'état de la nature, en fait. Quand le roi Chêne règne, la nature, elle éclot, elle fleurit, elle est vivante, etc., etc. Et à la période où c'est le roi Ou qui règne, ça va être beaucoup plus calme, beaucoup plus neutre. Il va y avoir beaucoup moins d'agitation, on va dire. Alors, en sachant que moi, j'ai une vision un peu personnelle de l'histoire du roi Ou et du roi Chêne. Alors, normalement, à l'époque de Yule, c'est le roi Chêne qui va prendre le pas sur le roi Ou. C'est le roi Chêne qui gagne parce que justement, c'est le soleil, c'est le retour des plantes feuillues, c'est le retour de la végétation qui approche petit à petit. Moi, j'aime que le roi Chêne meure à cette époque sous les coups du roi Ou parce que, comment expliquer ça ? C'est pour moi, le chêne, il représente le sang de la terre, il représente la force vitale. Et il faut qu'il meure pour pouvoir renaître. Donc pour moi, c'est vraiment le moment où le roi chêne va mourir pour renaître petit à petit et où le roi Ou va veiller sur la période hivernale en attendant le retour du frère qu'il a tué. Voilà. Donc, comme vous le voyez, je l'ai un peu réinterprété. Alors, dans la visualisation, vous aurez la traditionnelle. Éventuellement, si ça vous intéresse, vous me dites dans les commentaires. Il y a très peu de changements, mais je l'ai faite aussi, pour moi, avec inversement. Donc, c'est le roi chêne qui meurt. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien vers cette visualisation-là aussi. Sinon, effectivement, la période de Yule, c'est aussi une période où on se raconte beaucoup d'histoires comme celle du roi Ou et du roi Chêne pour passer l'attente des jours sombres où la nourriture devient rare. On ne peut plus chasser, les lacs sont gelés, donc on a moins de poissons aussi. Les plantes sont presque toutes éteintes, excepté les sempervirens qui généralement ne fournissent plus de fruits ni de choses à manger. Donc on est en train de vivre sur les dernières réserves et on limite au maximum les activités. Donc on va se retrouver beaucoup plus en intérieur, ce qui explique aussi toutes ces décorations de la maison. Et on va plus être dans une phase de moment familial où on va se réconforter les uns les autres. Donc le meilleur moyen de se réchauffer les cœurs, ça consiste à se raconter tout un tas d'histoires sur lesquelles on va pouvoir réfléchir ou qui vont susciter l'émerveillement, qui vont repousser un petit peu les ténèbres et la période de famine qui sévit généralement à cette période. Alors, moi je vous en ai sélectionné donc quelques-unes. Originellement, la décoration du sapin chez les païens correspondait en fait à la célébration d'un dieu solaire
qui s'appelait Wotan, si je me souviens. Wotan, pardon. Wotan. Donc en Allemagne, les familles allaient au plus profond de la forêt, trouvaient un sapin bien verdoyant qui représentait justement l'espoir du retour du soleil, et allaient chasser ce qu'ils pouvaient. Donc ils sacrifiaient un cheval ou un sanglier, parfois même les deux pour les familles les plus riches, afin en fait, de nourrir l'arbre de sang, l'arbre qui représentait en fait la divinité, en tout cas qui était support de l'esprit de la divinité, afin de nourrir donc ce dieu solaire pour qu'il puisse renaître le plus vite possible. Voilà, on croyait que sans quoi le soleil ne reviendrait pas. À ce propos, je vous recommande fortement mon conte de Noël. Ça s'appelle La nuit du Père Porcher de Terry Pratchett. Je crois que vous pouvez le trouver aussi en livre sous... alors je ne sais pas s'ils ont gardé le titre là en français aussi pour le bouquin, sinon c'est Hogfather. Donc le sapin ensuite a été rapporté dans les foyers, petit à petit, pour rapporter justement donc, cette verdure cette fois-ci dans les foyers. On voyait les choses évoluent. Et on le décorait de 12 bougies qui représentaient chacune un mois de l'année. Alors, en sachant que ces bougies ont créé beaucoup d'incendies, donc aujourd'hui on a remplacé ça par des guirlandes électriques. Donc prudence si vous comptez mettre des bougies dans votre sapin. Et il y en a qui sur les sapins ne tenaient pas les bougies ne tenaient pas correctement, donc qui remplaçaient en fait les bougies par des coques de noix vides dans lesquelles ils avaient placé de l'huile et une petite mèche qu'ils allumaient et qu'ils plaçaient sur les tous-bords du sapin. Le temps que tu cherches, moi j'ai juste une petite anecdote. Je sais que, à titre perso, je suis pas très manuelle, mais je sais que ma maman, pour les petites lampes à huile comme ça, au lieu de prendre des coquilles de noix, elle prend des mandarines. Elle creuse la peau de mandarine et du coup avec l'huile, quand ça brûle, ça sent la mandarine, ça sent super bon. Donc si vous êtes un peu plus manuel que moi et que vous voulez essayer, je vous en prie, faites-vous plaisir. Très bonne idée. C'est vrai que j'ai jamais tenté, il faudra qu'on teste. On redemandera à maman qu'elle te montre. Tu seras peut-être plus habile que moi pour les faire, donc on redemandera à ma maman et on viendra. J'ai déjà essayé les lampes à huile, mais j'ai beaucoup de mal à faire que ça se consume véritablement, c'est un peu compliqué. Donc donc au niveau des décorations du sapin, vous voyez aujourd'hui on y a mis des boules de Noël, on y met plein de choses. À l'époque on y mettait des fruits, des choses à consommer justement, des pommes, on y mettait des clémentines, je sais pas à l'époque, mais je sais qu'aujourd'hui encore il y en a certains qui aiment bien faire des pommes d'ambre. Donc c'est des clémentines que vous décorez en fait avec des clous de girofle, tout simplement. Pareil, il paraît que c'est en baume. Donc voilà, donc je sais que voilà, on peut en mettre aussi dans le sapin, etc. Et c'est en 1830 en Allemagne, dans un petit bourg, que furent... alors oui, il y a eu une histoire comme quoi les boules de Noël sont une tradition lorraine. C'est pas impossible. Je sais juste qu'en 1830, il y a un artisan qui a eu l'idée de créer des boules de Noël qu'on appelait Kugels, qui étaient destinées à protéger le foyer des mauvais esprits. Et du coup, ça ressemble très fortement à ce que vous pouvez trouver sur internet et qu'on appelle les witches balls, les boules de sorcière. Dans lesquelles justement la sorcière en fait va choisir une boule transparente généralement en verre, dans laquelle en fait elle va mettre alors des fois des clous, des fois tout un tas d'autres choses qui sont personnelles, un petit charme de plante, quelque chose qui va lui permettre voilà dans la maison de l'avertir en cas de danger, en plein temps. Voilà, en plein temps, merci. Désolée, il commence à se faire tard, la journée a été longue. C'est pas grave, on va retrouver les mots. Donc effectivement, les witches balls qui leur permettaient voilà, d'être avertis d'un danger ou voilà, d'éloigner par le tintement les mauvais esprits, ou tout simplement voilà, de l'avoir à proximité et juste en la regardant, la charger de l'intention de protection et être safe chez soi, quoi.
Ouais, après c'est un petit sortilège entre guillemets à pas cher parce que Oui. finalement c'est une petite boule transparente avec 3-4 plantes de protection, un cheveu, voilà, vous faites Des un petit bricoles. sortilège sympathique, Des bricoles récupérées, une mèche de cheveux, un coquillage, quelque chose qui vous parle, voilà. un symbole qui vous parle, et puis c'est pouvoir parti. faire un petit sortilège à pas cher, bien efficace parce que mine de rien, chargé de l'intention, c'est redoutable ce genre de truc. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, on va vous parler maintenant un petit peu de tout ce qui est divinité. Alors ça va pas aller bien loin cette fois-ci, puisqu'on va pas s'attarder sur la description des divinités. Je pense qu'on fera peut-être des vidéos spécifiques Oui, pour les sinon vous en divinités. avez pour 3h30 de vidéo, c'est peut-être pas la peine non plus. Voilà. Et puis là, on va simplement dire que les divinités qu'on va fêter, c'est les divinités solaires, puisque justement, on cherche à faire revenir le soleil et la lumière. Et on va vous présenter une ou deux petites offrandes comme ça à faire pour la terre et les esprits du foyer à cette période. Alors dans les divinités, par contre, je sais pas si on peut le considérer comme ça, mais t'as oublié d'en parler, c'est le Père Noël. Ah oui. C'est vrai que c'est un petit peu osé d'en parler comme divinité, mais après tout, vu le nombre de gens qui y croient, de là à lui octroyer le statut, ma foi, pourquoi pas. Alors, je sais pas si vous le savez, mais en fait, à la base, il est habillé en vert. Il est habillé en vert justement pour symboliser la nature qui est censée revenir à cette période, qui est censée commencer à se réveiller. Il a été habillé en rouge parce que Coca-Cola est passé par là. Et pourquoi pas, ça lui va bien aussi le rouge. Mais à la base, voilà, il a été habillé en rouge parce que Coca a dit ça fera une super image marketing. Mais le vert lui allait fort bien aussi. D'ailleurs, moi j'en ai une comme ça de figurine où elle est magnifique, où le Père Noël est habillé en vert, comme l'ancienne tradition en fait. Donc voilà, et il faut savoir que maintenant, oui, Père Noël a quand même un égrégore digne de ce nom et est quand même relativement joignable. Il ne se contente pas de répondre au courrier et de passer le 25 décembre. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. En plus, il y a eu ces dessins animés, les 5 légendes. Les 5 légendes, il est magnifique ce dessin animé. Et le Père Noël, c'est vraiment l'esprit du Père Noël tel qu'on peut se l'imaginer dans l'égrégore, bien que l'égrégore puisse être parfois plus sombre aussi, parce que dans un égrégore, des fois, j'ai constaté à titre personnel, les énergies de différentes divinités peuvent se mélanger, donc Saint-Nicolas, le Père Fouettard, etc., tout ça peut ajouter en fait à l'égrégore du Père de Noël et changer sa nature, en tout cas lui permettre de nouvelles actions potentiellement moins louables, dirons-nous. Voilà. Pareil, tu parlais du rouge. Alors c'est vrai que Coca-Cola l'habille en rouge, mais on retrouve de toute façon énormément de rouge à cette époque. Alors là par exemple, vous voyez sur le hou, les boules elles sont rouges. La plupart des plantes qui persistantes en fait ont des baies rouges, bon souvent toxiques mais rouges. Et le rouge représente également le sang. C'est vraiment le sang de la vie en fait. Le sang qui coule, le sang qui est chaud, qui réchauffe dans l'hiver et qui va permettre la subsistance en fait. C'est vraiment la source de la vie, la source du renouveau. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les couleurs principales à Yule sont le rouge, le vert et aussi le blanc. Un peu le blanc pour la neige. Même si de nos jours, la neige au mois de décembre, à moins d'habiter en Alaska, on ne voit plus beaucoup. Et puis le doré et l'argenté, personnellement, voilà, j'aime bien quand même rendre hommage au dieu cornu via le doré et à la déesse mère, même si on a tendance à lui foutre la paix cette saison-ci. Parce qu'elle se repose de la Voilà, elle vient d'accoucher, donc elle a le droit de se reposer un peu quand même. Mais j'aime bien lui mettre une petite bougie argentée ou sur ma bûche de Yule par exemple, j'aime bien lui mettre une petite bougie argentée à titre perso. Voilà, c'est une façon de lui dire maintenant que tu as bien travaillé, tu as le droit de te reposer, quoi. Mais je pense quand même à toi, même si t'es pas là. Voilà. Alors, c'est vrai que là, sur la bûche de Noël, puisque vous le savez, la bûche de Noël chez les païens, c'est pas seulement la bûche glacée du dessert du Noël de 3 jours sur l'estomac. Voilà. C'est également en fait un symbole fort. Alors, généralement, on va la choisir en chêne parce que le chêne, c'est la résistance. Voilà. Dans le conte traditionnel, je vous rappelle, le roi chêne, il gagne. Parce qu'il est le plus fort, il est le plus jeune des deux. Le roi housse, c'est la sagesse, c'est le gardien au regard glacial et perçant. Voilà.
Tandis que le roi chêne, c'est vraiment la force vitale, la force brute, la force de vie qui se débat pour vivre. Voilà. Et du coup, dans la bûche du Yule, donc c'est vrai que normalement on en avait une verte pour tout ce qui est retour de la nature, la rouge, le sang qui permet de nourrir cette nature, et la dorée qui représente le soleil et toutes les divinités en fait solaires. Alors vous avez Mitra chez les Romains, vous avez Apollon aussi qui représente le soleil, vous avez Bélénos. Cernunnos, bien évidemment, etc. etc. C'est dans l'almanach des sorcières, je crois, qu'on a là-haut. Oui. Où, dans l'almanach, il y a deux, trois divinités comme ça. Et puis ben là, on l'a pas parce que il est chez Adélaïna actuellement pour l'étude. Voilà, on a plein de projets, on fait comme on peut. Et dans celui sur, c'est la série des sabbats justement aux éditions Alliance Magique. Ouais. Je crois que c'est édition Danae, c'est ça Je sais pas, c'est pas Alliance Magique elle-même. D'accord, l'un ou l'autre, en tout cas, on vous remettra de toute façon la référence. Vous trouverez dans le bouquin du Yule de cet éditeur à peu près toutes les divinités solaires qui peuvent exister, qui sont que vous pouvez honorer en fait en cette période. Donc moi je sais que dans ma pratique perso j'ai plus tendance donc à offrir des choses aux esprits du foyer et à la terre. Alors je sais plus ce que j'avais dit. Moi j'aime bien en fait le culte de la Pachamama. Alors normalement il arrive plutôt en mars, juste par Imbolc, entre Imbolc et puis Stara, où en fait on nourrit la terre, on crée un trou qui correspond à la bouche de la divinité et on la gave, comme une oie. Voilà, parce qu'elle a besoin de reprendre des forces, la dame, pour nous offrir toutes ces merveilles quotidiennes. Donc on lui donne un petit peu tout ce qui passe. Donc moi, à Yule, personnellement, comme on l'a dit, elle se repose, elle a besoin de force. Donc je vais lui faire une petite offrande tranquille, en libation tout simplement. Donc je vais dans mon petit coin de jardin ou en tout cas un endroit de terre. Voilà, et je vais lui offrir quelque chose qui réchauffe. Donc par exemple un vin épicé que j'aurais préalablement réchauffé, éventuellement un pain chaud à base de graines, mais quelque chose voilà, de chaud que j'enfouis sous la terre à cette période-là pour la nourrir. De préférence devant un arbre. Moi j'aime bien les saules, voilà, c'est au bord de l'eau, en plus c'est plus facile à creuser. On voit le sens pratique quand même. Non mais en hiver ça peut être vite compliqué, ça peut être vite compliqué. Et alors je l'avais noté là je crois, non c'est pas sur celle-ci, j'arrive plus à noter c'est pas ma recette, c'est une recette que j'ai trouvée et que j'ai trouvé absolument... Le lait au safran de C'est Kira. ça. C'est ça, le safran de Kira, ouais, c'est pas mal. Après, voilà, si c'est pas quelque chose de chaud en tant que tel, ça peut aussi être quelque chose qui symbolise la chaleur. Moi, je sais que perso, je vais aller. J'ai fait pas mal de déco naturelle avec des bâtons de cannelle, des rondelles de fruits séchés, etc. Et pour moi, la cannelle, c'est ce que je donne en offrande aux salamandres, donc par définition le feu, voilà. Et j'aime bien aller donner 3-4 bâtons de cannelle au pied d'un arbre en cadeau, quoi. Tout à fait. Alors après c'est pareil, ça c'est un truc qu'on a réalisé nous parce que on aime bien faire les choses nous-mêmes. Vous voyez c'est un calice vert, voilà, dans lequel en fait on fait des offrandes. Donc on utilise ça en libation en fait avec le cycle éternel et puis c'est le triquetra, voilà. Donc avec le triquetra qui représente les 3 phases de la femme, etc., etc. Et du coup, oui, voilà, des fois simplement le posant sur la table d'hôtel, parmi nous, quand on est avec les festivités, mettre ça pour dire aux divinités présentes ou même aux esprits, venez, on est en train de faire la fête, on se réchauffe gentiment, donc vous êtes les bienvenus, on pense aussi à vous.
Voilà, moi je sais que j'aime particulièrement. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, mais c'est devenu presque naturel en fait. Hein. Oui, oui. À chaque sabbat, et vous verrez, on vous racontera au fil des vidéos comme ça sur les saisons. Au fil des ans, sans doute, t'as vu ce qu'on veut faire. Au fil des ans, c'est possible. Non, au fil des saisons, ce sera déjà pas mal. Et voilà, on vous racontera, mais à chaque sabbat, vous verrez, on leur offrira un petit truc différent. Pour symboliser la saison simplement, et puis parce que essayer de trouver des bonnes tomates au mois de décembre dans la vraie vie ça marche pas, et essayer de trouver des noix au mois de juin dans la vraie vie ça marche moins bien, etc. Donc voilà, essayer de s'adapter aux saisons simplement. Puis respecter le cycle naturel, l'ordre des choses. Un petit peu le but des sabbats aussi, ce serait quand même dommage de passer à côté. Voilà. Pour finir sur la bûche, parce qu'on a un peu digressé. Exact. Donc celle-ci c'est celle de l'année dernière, donc là elle va brûler du 24 décembre, alors jusqu'à je sais pas quand, parce que je m'amuse pas à aller chercher la grosse souche qui doit brûler du 24 décembre jusqu'au nouvel an. Hein. C'est petit à la maison et on fait avec les moyens du bord. Donc on va brûler celle-ci et on va en refaire une nouvelle. Voilà, chaque année en fait on brûle la bûche de l'année passée pour dire voilà, l'année est écoulée, quelque part on refait table rase et on repart le regard tourné vers l'avenir. Voilà, tout simplement pour la semaine. C'est ça, on écrit une nouvelle page, une nouvelle année, de nouvelles actions, de nouveaux souhaits, etc. Alors justement, tiens, tu parles des souhaits. Ça, c'est l'activité par excellence de Yule. Vous choisissez un souhait, le plus urgent pour vous en fait, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine professionnel, affectif, que sais-je encore. Et vous en choisissez un et un seul. Mais par contre, dans vos cheese balls, vous pouvez mettre un petit sigil qui sera en lien avec ce souhait. Vous pouvez l'accrocher, on vous mettra peut-être des photos de mon arbre de vie. Moi j'aime bien mettre dedans aussi des petits morceaux de parchemin, des petits trucs. Enfin voilà, j'ai un petit appartement, mais j'ai un petit bout de verdure dans chaque pièce. C'est quelque chose auquel je tenais. Et cet arbre, j'y accroche toujours les petits trucs au fil des saisons. Donc vous verrez les photos, on tâchera de vous mettre des photos. Mais vous pouvez accrocher des petits bouts de parchemin en lien avec ce souhait. Vous pouvez faire des petits sachets de charme, hein, si vous voulez, en lien toujours avec ce souhait. Et vous concentrez toute votre énergie dessus pour que dans l'année qui va suivre, il puisse se réaliser. Oui. Dans l'idéal, c'est ça. Alors, je propose même qu'on mette des photos en fait de nos décorations à chaque sabbat pour illustrer un petit peu nos propos, parce que c'est vrai qu'on vous blâme plein de choses, mais on parle, mais c'est bien aussi d'avoir un petit peu de concret, de tangible, hein, voir les possibilités. Donc on essaiera de vous faire ça, je pense. Ça va être sympa. Et puis, je pense qu'on va pouvoir parler enfin menu et puis recettes. On va pouvoir parler de manger, parce que je sais pas vous pendant les fêtes, mais nous, c'est vrai que Mélissandre parlait de période de famine. Ça fait bien longtemps que Noël, c'est plus synonyme de famine. C'est vrai. On a tendance à manger même plus que de raison, si tu veux mon avis. Mais voilà, donc à titre personnel, j'aime bien faire du gibier, parce que justement, vous voyez l'offrande là qui était faite dans le temps de sanglier, etc. Oui. C'est vrai que le gibier en sauce, c'est calorique, c'est un fait, mais ça reste dans le thème. Puis qu'est-ce que c'est bon. Et puis il faut avouer que c'est très bon. Bon, je suis fille de chasseur, j'ai pas de mérite, j'ai grandi avec ce genre de pratique, donc ça me pose aucun souci. Que j'aime bien accompagner de poires, parce que j'aime le sucré salé. Là cette année, je vais innover un peu, je vais faire des poires au roquefort. D'accord. Je voudrais essayer de faire aimer les poires à mon homme. Donc je me dis, avec du roquefort, ça peut peut-être le faire. On verra bien. Mais je vais essayer ça, et puis si je peux me retrouver un petit bout de chevreuil ou quelque chose comme ça, je ferai ça. Voilà, je sais pas ce que tu t'es prévu toi comme menu. Alors moi généralement à Yule, je le fête assez simplement. Moi je suis extrêmement simple pour Yule. C'est vrai que comme il y a des excès ensuite sur la fête plus classique que je fais avec le reste de ma famille, j'évite de trop me charger aussi. Mais c'est vrai qu'à Yule, j'aime bien manger des choses à base de laitage. Donc ça va être généralement des choses comme du brie, ça va être fromage à les fines herbes. Je me fais aussi généralement du beurre à l'ail dans lequel je vais faire revenir de la viande. De toute façon, c'est un des rares sabbats
où ça va être viande et légumes, mais sans rien d'épais. Par exemple, je vais pas faire de pommes de terre. Pas de pommes de terre, pour le pas de plat. riz, pas de... Voilà. Pas toutes ces choses-là, pas de graines non plus, parce que les graines, je les réserve plus pour Ostara. Voilà. Donc à Yule, ça va être vraiment les restes de courgettes, de la soupe, du potage classique. Là, cette année, je sais que j'ai de la butternut que je vais mélanger avec un fond de haricots verts. Pourquoi pas, ouais. Et un mélange de légumes classique, quoi. Beaucoup de navets, parce que déjà j'adore ça, et puis que c'est une période où je fais beaucoup de bouillon, parce qu'en fait les légumes je vais les faire bouillir les uns avec les autres, et puis ensuite je vais les accompagner simplement cuits comme ça dans le jus les uns des autres. Le bouillon qui me reste, je vais l'utiliser pour le reste de la semaine, pour mettre dans ma kitchen witch, rajouter toutes ces vitamines encensées par Yule pour donner de la force. Voilà, avec, comment ça s'appelle, avec des pâtes par exemple, je vais faire une soupe de pâtes toute simple, des choses comme ça que je vais garder tout au long de la semaine. Donc c'est pas un repas sur un jour, c'est vrai qu'il y a peu de sabbats en fait qu'on fait sur une seule journée. Donc c'est vrai que puis j'ai tendance à être très, très dispendieuse dans ce genre d'occasion, donc j'ai tendance à élonger les fêtes, voyez-vous. Elle veut pas que ça s'arrête, alors elle les prolonge avec soin. Voilà ça, puis sinon, ceux-là c'est Adélaïna qui les a fait, mais biscuits pâtisserie. Ouais, des petits sablés aux épices, parce que c'est le moment jamais de manger épicé parce que ça réchauffe. C'est ça. Donc vous en avez là au gingembre, à la cannelle, vanille, citron, voilà. Les petits agrumes. J'aime bien aussi manger un peu de châtaigne, enfin de marron à cette saison-ci. Oui, voilà. Non, c'est de la châtaigne en fait. On dit voilà, marron, mais bref, j'ai jamais été fichue de faire la différence. Ma foi, en attendant, je les mange. Je t'expliquerai en off. En attendant, je les mange. Voilà. Et puis voilà, si vous voulez éviter les bons gros desserts bien caloriques de bûches à base de crème au beurre et autres, vous pouvez simplement vous faire une petite salade d'orange. J'adore ça. Simplement des suprêmes d'orange avec un petit peu de sucre, un peu de cointreau si vous êtes si vous aimez un petit peu les côtés un peu plus forts de l'alcool, et puis un peu de miel, un peu de... Moi je suis litchi personnellement. Le litchi. Je mange des litchis au kilo à cette saison. Après pas spécialement pour les fêtes, mais à partir du moment où c'est la saison, ça commence à peu près aux alentours de novembre et ça dure jusqu'à fin décembre. Donc toute cette saison là je me gave de ces petits fruits roses. Et pour finir le repas sur une note un peu plus réconfortante quand même, le petit chocolat chaud. Ça j'avoue, le petit chocolat chaud aux épices, si possible devant la cheminée, ça c'est si vous avez de la chance. Sinon, près du radiateur sous un plaid, ça fait le job, il n'y a pas de souci. Mais le petit chocolat chaud, moi je suis un petit peu gourmande, je mets un petit peu de crème fraîche dedans, libre à vous. Et je l'assaisonne avec un peu de muscade, ou un peu de gingembre, ou un peu de cannelle, ou un peu des trois, selon. Oui. Voilà, selon à quel point j'ai envie d'être gourmande. Et puis selon aussi quelques petits chamallows, ou voilà, selon. Et puis selon le charme que tu veux lancer finalement. Exact, puisque la cannelle, ça sera plus pour justement favoriser cette notion de convivialité, d'ambiance chaleureuse. Le gingembre, ça va être plus un côté stimulant, donc quand on voit que nos invités commencent à s'endormir sur le bout de la table, un petit peu de gingembre, ça peut peut-être les réveiller un peu. Et puis la muscade, je l'utilise, moi à titre personnel, je l'utilise contre les cauchemars. Donc effectivement pour me faciliter le travail d'introspection sans avoir les mauvaises surprises. Voilà, donc ça c'est à titre perso. Tu donnerais ta recette ? Oui. Après vous assaisonnez comme vous voulez, mais moi je mets... Allez, mettons une bonne cuillère à soupe de chocolat, de cacao quelconque, vous choisissez la marque qui vous convient. Vous mettez à peu près autant de crème fraîche si vous êtes gourmand. Vous remplissez le reste de lait tranquillement et puis vous ajoutez... Moi, au niveau muscade, je ne mets pas plus de 2 pincées parce qu'au-delà, ça devient vite amer. Donc, il faut pouvoir le boire. Et puis ça crée de l'amertume dans le charme. Voilà. Non, puis oui, d'un point de vue concret, ça devient vite... ça pique. Même chose pour le gingembre, si vous êtes habitué à le manger frais, c'est sûr qu'une pincée ou deux, vous la sentirez à peine, donc ça peut faire le job. Au-delà de 4 pincées, vous allez vite avoir très chaud, je vous le dis. Après, tout dépend de la taille de la tasse, bien sûr.
Et la cannelle, j'en mets peut-être une bonne pointe de couteau, parce que j'adore ça. Donc j'en mets une bonne pointe de couteau. Puis après voilà, au micro-ondes. À la casserole c'est meilleur, bien sûr. Moi je préfère au fouet à la casserole. Voilà, à la casserole c'est meilleur, mais bon, comme on est dans un monde où les gens sont toujours très pressés, au micro-ondes ça marche aussi. C'est juste faut prendre le temps de le remuer un peu avant de le boire. Ouais, il faut quand même le temps d'enchanter votre petite boisson. C'est magique, mais c'est pas instantané. Hein. Il y a un moment donné, faut pas abuser non plus. Donc voilà. Après, selon, hein, moi, voilà, j'ai des petites incantations qui vont avec, mais ça vient naturellement. Pour la muscade, pour éviter les cauchemars, c'est quand je touille ma tasse, comme ça, vous voyez, je suis concentrée sur ma petite tasse, et puis je raconte un truc du genre que ce breuvage que je prépare protège mon sommeil des cauchemars, par exemple. Voilà, c'est une petite rime à pas cher, mais ça marche.